Dans cette quatrième séquence consacrée à la présentation de l'étude de Kurotori en 1966, nous allons nous intéresser à la notion de modèle. Après avoir défini le domaine expérimental, je vous rappelle qu'il s'agit d'un simplex de hauteur égale à 0,2, on va s'intéresser au type de modèle qui pourrait permettre de trouver des éléments de réponse à la question posée par les expérimentateurs. Alors, on va rappeler une fois de plus qu'est-ce qu'un modèle. C'est tout d'abord une approximation de la réalité. Une phrase célèbre consiste à dire que tous les modèles sont faux et que certains sont utiles. Je ne vais pas revenir sur la définition du buste de Marianne, comme je l'ai fait à plusieurs reprises dans des cours ou d'autres études de cas. Un modèle, et c'est ce qu'il faut retenir ici, c'est un vecteur d'information. Si les expérimentateurs avaient pu, au travers d'équations disponibles dans des livres, au travers de brevets, au travers d'autres études, connaître dans quelle proportion mélanger les trois constituants pour atteindre une valeur égale à 3000 pour le module d'élasticité, alors ils n'auraient pas eu besoin d'une équation pour les guider. Et il va falloir admettre que le modèle, quelque part, c'est un guide qui va vous permettre, si la solution existe, de la trouver dans le domaine expérimental. Donc on fait une hypothèse forte, on suppose qu'un modèle va pouvoir nous aider. Et pourquoi faut-il définir le modèle a priori avant de faire des expériences? C'est pour connaître le nombre de paramètres de ce modèle, puisque le nombre d'expériences devra être suffisant pour estimer convenablement les paramètres du modèle. Comme nous l'avons rappelé dans la définition de la norme, tout dépend du degré de généralité recherché. Et cette dépendance au degré de généralité recherché se traduit ici par la mousse des arbres pour trouver le nord, la boussole des Chinois pour trouver le nord magnétique, ou le dernier GPS à la mode pour trouver le nord géographique avec la maison du Père Noël, si vous allez le retrouver pendant vos vacances. Un modèle, et ça, souvent on y fait impasse quand on est étudiant, ou même on en a un peu peur quand on est dans l'industrie, c'est qu'un modèle, ça propage des incertitudes. Il n'y a pas de raison que lorsque vous faites des mesures, il y a des incertitudes expérimentales, il n'y a pas de raison que les modèles d'interpolation entre les valeurs mesurées ne propagent pas d'incertitudes, et c'est inévitable à moins de mesurer partout. Alors on pourrait se dire, le domaine, on va le mailler très très finement, de façon à faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'interpoler et de trouver parmi le nuage de points la solution à notre problème. Sauf que ça peut coûter très cher, et donc naturellement vous subirez le fait qu'un modèle propage des incertitudes. Mais on a vu que dans les aspects mathématiques, une bonne répartition des expériences au sein du domaine expérimental permet de contenir la propagation d'incertitudes, et c'est aussi l'objet des plans d'expérience, puisque certes c'est coûteux à construire, il ne faut pas envisager faire 3 essais dans cette problématique, on a vu qu'on allait en dessiner 10 essais. L'objectif c'est de trouver, de répondre à une condition nécessaire et suffisante. Avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir estimer les coefficients du modèle, et une condition suffisante qui consiste à dire, dans un premier temps, ça sert à rien d'en faire davantage. Pourquoi? Parce que vous n'améliorerez pas tant que ça les problèmes de propagation d'incertitude. Donc finalement, c'est trouver un bon compromis entre une condition nécessaire et suffisante lorsqu'on construit un plan d'expérience. Donc derrière chaque plan d'expérience, il y a un modèle. Et la question, c'est quel modèle choisir pour faire tourner la boucle. Alors dans cette étude de cas, on va comparer différents modèles, des modèles qu'on va appeler des formes canoniques, de modèles polynomiaux, de degré 1 et de degré 2, et puis un modèle synergique qui permet d'introduire une autre publication d'Henri Scheffé en 1963, et donc on va comparer à partir de la campagne expérimentale la qualité de ces 3 modèles en espérant que au moins un de ces modèles soit le plus descriptif possible, c'est-à-dire qu'il permette de retrouver les valeurs observées sur cet échantillon expérimental de taille 10, mais on souhaite qu'il soit le plus prédictif possible pour nous aider à prédire des valeurs que nous n'avons pas encore mesurées et pour essayer d'orienter les expérimentateurs vers une zone intéressante par rapport à leur étude.
Alors, j'ai introduit ici un petit schéma général parce que il arrive souvent que l'on commette des petites erreurs ou des confusions, au moins terminologiques. En particulier, c'est pas toujours si clair que ça lorsqu'on utilise un logiciel. Alors, il y a deux familles de modèles qui se font un peu concurrence, qui parfois se ressemblent étrangement. Il y a ce qu'on appelle les formes canoniques des modèles de degré D, qui ont été proposés par Henri Scheffé en 1958, et le maillage du domaine expérimental qui permet d'estimer de façon économique les formes canoniques de ces modèles, ça s'appelle des simplex lattice design. Ce que nous allons mettre en parallèle, c'est un autre type de modèle qu'on appelle un modèle synergique de degré Q, Q étant le nombre de constituants. Donc à partir du moment où il y a 3 constituants, vous ne pouvez faire comme modèle synergique. À partir du moment où il y a 4 constituants, vous ne pouvez faire comme modèle synergique, alors que les formes canoniques vont dépendre d'un paramètre petit m que l'on va préciser sur une illustration. Les modèles synergiques sont associés, ou on associe au modèle synergique, un type de plan d'expérience particulier qu'on appelle Simplex Centroid Design. C'est ce que l'on va décrire dans cette publication. Et cette méthode de maillage du domaine expérimental a été également proposée par Henri Scheffé en 1963. Et on va utiliser le modèle sous-jacent pour analyser les résultats de la publication de Kurotori. Un simplex centroïde, c'est un maillage du domaine expérimental qui est constitué exclusivement à partir des centres de tous les sous-espaces que vous pouvez fabriquer. En présence de 3 constituants, vous avez les sommets, vous avez les milieux des arêtes et vous avez le centre du triangle. Donc 7 mélanges. Lorsque le simplex est de hauteur unitaire, on le reverra dans la séquence suivante, les mélanges que vous voyez à l'écran sont appelés des mélanges alicotes. Ce sont des mélanges pour lesquels les constituants, lorsqu'ils sont présents en égale proportion, 50-50 pour les mélanges binaires, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers pour le mélange ternaire. Alors, en parallèle, à l'opposé, il y a les réseaux de Scheffé, les simplex lattice design. Lorsque vous choisissez m égale 1, vous allez franchir la hauteur du domaine expérimental avec un pas, donc vous allez faire les sommets. Lorsque vous choisissez m égale 2, vous allez franchir la hauteur du domaine expérimental en faisant 2 pas. Donc vous avez effectivement les 6 mélanges que vous voyez à l'écran. Et donc vous voyez qu'il est tentant de rapprocher les deux figures, sauf si vous faites un maillage m égale 3, où vous voyez qu'on trouve des choses différentes, et on peut même aller... On l'a vu dans une étude de cas consacrée à la formulation d'un détergent, à des modèles, à des maillages de degré 4 qui correspondent à des modèles quartiques. Voilà. Donc attention à ne pas faire de confusion, c'est soit l'un, soit l'autre, et jamais les deux à la fois. Alors quels sont les modèles qui se cachent derrière ces phrases de forme canonique ou de modèle synergique? Eh bien, les modèles de degré 1, nous reviendrons sur leur définition dans les transparents suivants, s'écrivent sous la forme somme de i égale 1 à q de bêta i xi. Le modèle de degré 2, on rajoute des termes rectangles. Par rapport au modèle synergique de degré 2, mais si c'est un modèle synergique de degré 2, il n'y a que 2 constituants, donc vous allez faire les 2 sommets du segment de droite plus le centre. Et donc vous pourrez estimer 3 coefficients pour fabriquer un modèle qui ressemble étrangement à la forme quadratique qui est à côté, mais qu'on appellera plutôt modèle synergique de degré 2 lorsqu'il n'y a que 2 constituants. Lorsque vous passez à 3 constituants, il existe une forme cubique générale qui a été décrite dans d'autres études de cas, dans les aspects mathématiques, que vous voyez à l'écran, et en parallèle, si vous avez 3 constituants, vous pouvez faire une forme synergique, et vous voyez qu'elle ressemble étrangement à la forme de gauche si vous enlevez, en présence de 3 constituants, les termes gamma ij, xi, xj, que multiplie xi moins xj, vous auriez le même nombre de coefficients. Dans le cas de gauche, nous parlerions de modèle cubique réduit. C'est ce que j'écris ici, mais le modèle cubique réduit est extensible à 4, 5 constituants ou plus, alors que le modèle synergique de degré 3, c'est pas le degré du polynôme, 3 c'est le nombre de constituants. Voilà.
On peut avoir des modèles, et nous l'avons vu dans l'étude de la formulation d'un détergent, des modèles quartiques de degré 4. Vous pouvez avoir des modèles synergiques de degré 4. Alors vous voyez que déjà il commence à y avoir de très fortes différences dans leurs expressions. On peut fabriquer un modèle synergique, un modèle de degré 4 réduit en ne tenant compte qu'une partie des termes. Et vous pouvez même, lorsque vous avez 5 constituants, il existe quelques publications dans la littérature, fabriquer des modèles synergiques de degré 5 avec la méthode du simplex centroïde proposée par Henri Scheffé. 31 coefficients à estimer, ça veut dire qu'il faudra faire au moins 31 mélanges, et c'est quelque part ici qu'on va trouver la limite de ce genre d'approche. Pourquoi? Parce que si vous passiez à un 6e constituant, on le verra par la suite, le nombre d'expériences à faire serait supérieur à 60, ce qui est souvent au-delà, pour 6 constituants, des ressources disponibles que l'on peut associer à une étude. Alors revenons sur l'écriture sous forme canonique des modèles polynomiaux. On rappelle qu'un polynôme, c'est une somme de monômes, des monômes de degré 0, de degré 1, de degré 2, de degré 3, en fonction du degré du polynôme. Le monôme de degré 0, c'est la constante, et ensuite ici, vous avez autant de termes de degré 1 qu'il y a de constituants. Lorsque vous avez 3 constituants, un modèle de degré 1, sous forme générale, s'écrit alpha 0 plus alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3, et on va faire intervenir, parce que x représente les proportions des constituants, on va faire intervenir ici la contrainte relationnelle x1 plus x2 plus x3 égale 1, c'est ce qu'on appelle une reparamétrisation du modèle. 1 étant l'élément neutre de la multiplication, je multiplie la constante alpha 0 par 1, je distribue le résultat et je factorise, c'est ce que vous voyez à l'écran, de façon à apparaître la forme canonique qui s'écrit bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3, chacun des coefficients bêta i étant égaux à alpha 0 plus alpha i, et c'est généralisable quel que soit le nombre de constituants. Alors qui peut le plus, peut le moins? Dans l'expérience proposée par Kurotori, nous allons faire 10 mélanges, et ces 10 mélanges seront naturellement suffisants pour estimer les 3 coefficients de la forme canonique du modèle de degré 1. Donc nous le ferons, puisque, après tout, peut-être que la loi des mélanges, c'est ce que traduit cette équation, s'applique dans le problème de formulation du propergol. Si ce n'est pas le cas, on peut faire un modèle de degré 2. De façon générale, un modèle polynomial de degré 2, c'est une constante, c'est une somme de monômes, des termes de degré 1, et puis un ensemble de termes de degré 2 qu'il convient de séparer d'un point de vue méthodologique en termes carrés, x1 carré, x2 carré, x3 carré, ainsi de suite, et en termes rectangles, xi, xj pour i différent de j. On va écrire ce modèle lorsque nous sommes en présence de Q égale 3 constituants. On voit apparaître la constante, on voit apparaître 3 termes de degré 1, alpha 1 x1, alpha 2 x2, alpha 3 x3. On voit apparaître 3 termes carrés, x1 carré précédé par alpha 1, 1, x2 carré précédé par alpha 2, 2, et x3 carré précédé par alpha 3, 3, puis des termes rectangles, alpha 1, 2, x1, x2, et les suivants. Donc vous voyez apparaître ici la contrainte relationnelle, puisque les x représentent toujours les proportions des constituants. On va multiplier la constante alpha 0 par 1, x1 plus x2 plus x3, est égal à 1, et on va ensuite décomposer les termes carrés sous forme de produit, x1 fois x1, et on va remplacer un des xi par la contrainte relationnelle. C'est ce que vous voyez à l'écran. J'ai remplacé une des valeurs de x1 par 1 moins x2 moins x3, et ainsi de suite sur la même ligne. On factorise, on regroupe, et on obtient une reparamétrisation du modèle qu'on va appeler la forme canonique du modèle polynomial de degré 2, sous la forme de bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus bêta 3 x3, 3 termes de degré 1, plus 3 termes de degré 2, qui sont des termes rectangles, bêta 1, 2, x1, x2, bêta 1, 3, x1, x3, et bêta 2, 3, x2, x3. Si on compte, il y a 6 coefficients.
comme dans l'expérience de Kurotori, on a fait 10 mélanges, on doit pouvoir estimer de façon convenable, si les mélanges sont bien positionnés, eh bien ces 6 coefficients. Et je rappelle ici l'expression générique et le nombre de mélanges nécessaires à faire en fonction de Q, qui est le nombre de constituants. Et puis, eh bien, revenons au modèle synergique. Alors, un modèle synergique, ça s'écrit comment de façon générique? Eh bien, bêta IXI, bêta IJ XI XJ en faisant la somme, bêta IJK XI XJ XK, et puis ainsi de suite, jusqu'à bêta 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à Q, X1 fois X2 fois X3 fois X4 fois X5 fois, etc., jusqu'à XQ. Alors, on voit que plus le nombre de constituants augmente, plus le nombre de termes dans cette somme, c'est un polynôme, va devenir grand. Et lorsque vous utilisez une formule de dénombrement, à partir d'analyse combinatoire, le nombre de coefficients d'un modèle synergique permettant l'étude de Q constituants, eh bien ça s'écrit sous la forme P égale 2 puissance Q moins 1. Si vous avez 3 constituants, 2 puissance 3, ça fait 8, moins 1, ça fera 7. 7 essais à faire. Si vous avez Q égale 4, 2 puissance 4, ça fait 16. 16 moins 1, 15 essais à faire. Continuons avec 2 puissance 5, 32. 32 moins 1, 31 essais à faire, c'est ce que nous avions vu à propos d'un modèle synergique de degré 5 tout à l'heure. Si vous passez à Q égale 6 constituants, c'est pas beaucoup, 6 constituants dans une formule, bien, si le domaine expérimental est un simplex, l'utilisation d'un modèle synergique de degré Q vous amènerait à estimer 2 puissance 6. Alors 2 puissance 6, ça fait 64. 64 moins 1, 63 coefficients. Il faudrait donc faire 63 expériences, ce qui fait que ça coûte trop cher et on ne fait jamais ce genre d'approche au-delà de 5 constituants. Donc ici, il faut réaliser au moins 7 mélanges. Donc on voit que en travaillant sur l'expression du modèle, on peut répondre à la question combien de mélanges faut-il réaliser au minimum? Bien, si on veut faire un modèle synergique de degré 3, il faudra faire au moins 7 mélanges distincts. Récapitulatif, pour terminer cette séquence, à partir des expériences que va faire Kurotori, on va pouvoir se livrer à l'estimation d'un modèle synergique, 7 coefficients, donc il faudra faire au moins 7 mélanges, mais on voit que ce modèle synergique contient la forme canonique du modèle de degré 2, donc après tout, peut-être on peut se contenter de ce modèle de degré 2 qui elle-même contient la forme canonique du modèle de degré 1. Et donc faire un plan de mélange, et du moins faire l'analyse des résultats, c'est souvent trouver le meilleur modèle parmi tous les modèles qu'il sera possible d'envisager a posteriori à partir du maillage expérimental. Voilà, donc nous savons maintenant qu'il faut faire au moins 7 mélanges et on va se demander comment choisir les mélanges dans le domaine expérimental bien, pour répondre à la question posée par les auteurs. C'est ce qui va faire l'objet de la séquence suivante qui est la construction de la matrice d'expérience. Donc merci encore de votre attention pour cette séquence consacrée au modèle, et puis rendez-vous tout de suite pour la séquence consacrée à la construction de la matrice d'expérience.